Bonjour Yann Bizien Bonjour. et merci de nous accorder cette petite interview pour le Varrois Patriote. On vous retrouve après une conférence que vous avez donnée à l'association Aiguillon pour un petit peu un constat sur l'état de nos armées aujourd'hui en 2023 en France. Et du coup on va profiter de cette interview qui suit la conférence pour aller un peu plus loin sur certains sujets et certaines questions. Donc d'abord, pour vous représenter rapidement, mais la présentation qui a été faite par David Roussel, président d'Aiguillon, est beaucoup plus exhaustive. Mais vous êtes un ancien officier militaire à la retraite qui avait fait toute votre carrière du bas des échelons jusqu'au sommet dans la marine nationale. Et maintenant, fort de votre expertise sur le sujet, vous donnez des conférences occasionnellement, ce qui nous amène ici. Alors, ma première question, c'est après votre constat d'un état un peu apocalyptique de l'armée, une armée française réduite un peu à l'os par les diverses politiques de défense qui ont basculé une logique de stock vers une logique de flux et qui du coup ont réduit nos effectifs et nos moyens de projection. Face à ce constat un petit peu apocalyptique, il y a quand même une petite touche d'espoir, puisque vous l'avez rappelé dans la conférence, ces dernières années, le budget de l'armée se remet à croître petit à petit. Finalement, quels sont, selon vous, les grands défis que va devoir relever l'armée française au cours de ce XXIe siècle ? Ce sont des défis de long terme, ce ne sont pas des défis du court terme, parce que sur une longue période de 60 ans, la classe politique a fait œuvre d'une immense naïveté en déconstruisant un outil de défense qui doit nécessairement s'adapter en fonction du temps et de l'état de la menace. Mais cet outil a été l'objet, sur cette longue période, des problèmes de cohabitation au sein du pouvoir, des logiques idéologiques contradictoires dans les alternances. Et nos officiers généraux qui ont toujours su défendre un modèle d'armée adapté à la menace, un modèle d'armée cohérent, complet, bien souvent n'ont pas été entendus par la classe politique. Et tous les aléas de l'histoire sur 60 ans n'ont jamais permis de rehausser notre effort de défense, alors que justement la classe politique a tout fait sur cette période pour baisser la garde. Et il y a sur cette période de 60 ans une date qui est marquante et qui est un point de rupture dans tout ça, qui est la démission du général Pierre de Villiers en juillet 2017. Quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Le général part du principe qu'il n'y a plus du tout et depuis longtemps d'alignement entre la menace, les ambitions de défense, les moyens et les missions, que le pouvoir ne fait pas le nécessaire pour rehausser notre posture de défense, et donc en homme d'honneur, il décide de démissionner. Et le président Macron, à l'époque, en humiliant un général français à la tête des armées avec une réputation internationale, parce que le chef d'état-major des armées fait aussi des relations internationales, c'est une démission qui a un retentissement international et qui provoque un choc dans le pays, un choc de confiance d'abord entre les armées et le pouvoir. Et puis, je pense aussi un choc parmi tous les alliés de la France à l'international. Et le président Macron prend malgré tout conscience de son erreur. Et nous avons aujourd'hui des réflexions sur une loi de programmation avec des budgets à la hausse, puisqu'on entend dire que les armées pourraient bénéficier d'un budget de 413 milliards d'euros sur la période de la loi de programmation qui vient. Sauf que ça reste largement insuffisant compte tenu de tout le travail de SAP et de sabordage qui a été mis en œuvre sur cette période de 60 ans. Et j'imagine insuffisant aussi par rapport aux nouveaux enjeux qui arrivent, notamment avec la guerre en Ukraine.
On s'est rendu compte à cette occasion-là que le système finalement était déficient, qu'on n'était pas à la hauteur. Ça me rappelle, on peut faire un parallèle je pense avec l'état de la fonction hospitalière dans ce pays et le Covid, c'est-à-dire qu'on a une lente politique de dégraissage, de désossage qui finalement de laquelle on se rend compte une fois que la crise est là. C'est-à-dire le Covid est arrivé, on s'est rendu compte que les hôpitaux étaient débordés et c'est maintenant le cas à chaque petite épidémie de grippe chaque année ou de bronchiolite. Et l'armée c'est pareil, c'est-à-dire qu'on avait un lent désossage et là maintenant que la guerre en Ukraine est là et qu'on se rend compte que des conflits à haute intensité peuvent se porter sur notre continent, sur notre sol, pas notre sol directement mais sur le sol de notre continent, on se rend compte, on prend encore conscience de l'incapacité de nos armées. Et du coup, déjà qu'on a une armée qui peine à rattraper son retard, à se mettre à niveau, le fait de donner de l'armement aux Ukrainiens, par exemple, est-ce que ça affaiblit encore plus notre armée ou est-ce qu'on peut se le permettre? Oui, c'est tout le problème de la soutenabilité de l'effort de guerre. On s'est rendu compte que, par exemple, que les stocks stratégiques de munitions étaient devenus, sur cette période de 60 ans, une variable d'ajustement du budget de l'État. Un rapport parlementaire très récent d'ailleurs fait le triste constat que nos armées ne sont pas assez pourvues en munitions, pendant que la Russie aujourd'hui consomme en une seule journée le volume de munitions que l'ensemble des pays membres de l'Union européenne produisent dans leur industrie en un mois. L'écart de puissance entre la Russie et l'ensemble des pays membres de l'Union européenne est aujourd'hui considérable. Cet aspect du problème dresse aussi un constat terrible qui est celui de la désindustrialisation progressive du pays. Sur cette longue période, nous sommes dépourvus et démunis. Avec des exemples concrets, nous ne fabriquons plus le char Leclerc par exemple depuis 2008. Nous avons perdu des capacités à industrialiser les armes de petit calibre pour l'armée de terre. Donc on ne fabrique plus le FAMAS, le fusil d'assaut de l'armée de terre en France. On ne fabrique plus également le fusil, on va dire, de tir de précision des forces spéciales. Nous avons baissé la garde sur la question du deuxième porte-avions. Il faut savoir que le porte-avions est un outil de projection de puissance qui permet aux États qui en sont dotés de bénéficier de la liberté des mers, de pouvoir projeter par-delà les océans de la puissance militaire. Depuis plus de 20 ans, nous n'avons plus qu'un seul porte-avions. Il n'est pas aujourd'hui question pour l'exécutif d'imaginer un seul instant sortir des chantiers un frère jumeau au Charles de Gaulle. La seule question qu'il y a aujourd'hui sur la table, c'est d'essayer d'imaginer son remplacement en 2038. Et pour le coup, le chef de l'État, qui est le chef constitutionnel des armées, il perd la possibilité, lorsque le porte-avions est en arrêt pour des raisons de maintenance industrielle nécessaires, il perd tout le potentiel, toutes les capacités militaires du porte-avions pour pouvoir peser dans des négociations, pour pouvoir exercer une présence dissuasive au large des côtes d'un pays dans lequel il y aurait des difficultés. Il y a un long processus de démantèlement de notre outil qui fait qu'aujourd'hui, même avec beaucoup d'argent dans une loi de programmation militaire, nous ne serons jamais en mesure de rattraper le temps perdu s'il y avait une menace immédiate sur la France demain. Nous ne serions pas en mesure de garantir notre défense à la fois dans le temps et dans l'espace, parce qu'on a perdu aussi de l'épaisseur. On a, sur cette période, on avait 670 000 militaires, je crois, avant la professionnalisation décidée par le président Chirac et avant la suspension du service national. On avait 670 000 militaires. Aujourd'hui, on a une armée dimensionnée à 270 000 militaires et agents civils. On a 208 000 militaires précisément. Sur cette période, on avait à l'époque 1342 chars, je crois. On n'en a plus que 222 aujourd'hui. La marine avait presque 40 bâtiments de combat fortement armés. Elle en a moins de 20 aujourd'hui.
L'armée de l'air a 3 fois moins d'avions de combat aujourd'hui qu'elle n'en avait au début des années 90. Tout ceci est emblématique de la naïveté française devant les questions de défense, d'une baisse d'ambition de défense et quelque part d'une espèce d'irresponsabilité politique. Et justement, ces chars Leclerc qu'on ne peut même plus construire en France, est-ce qu'on peut se permettre d'en donner aux Ukrainiens? Alors, mon sentiment personnel, ma conviction, c'est que sur cette longue période de l'histoire aussi, puisque je suis bien dans la contextualisation et dans l'explication rationnelle et objectivée, le fait de livrer de l'armement à l'Ukraine aujourd'hui ne peut que contribuer à accentuer la vulnérabilité de la France déjà fragilisée. C'est une évidence. Aujourd'hui, la France, je le disais à l'instant, ne pourrait plus soutenir un effort de guerre dans le temps et dans l'espace. Elle ne peut plus le faire actuellement que dans le cadre d'une coalition, parce qu'elle est tellement fragilisée. L'État-nation, l'État régalien a été tellement fragilisé, réduit à sa plus simple expression sur toutes ces années, qu'aujourd'hui la France ne peut plus rien faire toute seule. Alors justement, ça c'est un point central, je pense. Vous allez me donner votre avis là-dessus, mais c'est que justement avec la perte de souveraineté de notre État régalien, de notre État, organisé d'abord par le rattachement à l'Union européenne, puis le rapatriement dans le commandement intégré de l'OTAN qu'a voulu Nicolas Sarkozy, est-ce que finalement, ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire notre incapacité à agir hors d'une coalition, ce n'est pas finalement un dessein? Est-ce que ce n'est pas voulu par nos dirigeants, par peut-être les Américains, et qu'au final, est-ce que ce ne sera pas notre destin, bon gré mal gré, qu'on le veuille ou non, d'être avalé dans une coalition et de servir finalement de force supplétive aux Américains? Alors toujours dans la mise en perspective, lorsque le président Chirac décide en février 1996 de suspendre le service militaire obligatoire et de professionnaliser les armées, il tire les leçons de la première guerre du Golfe en 1991 et il considère que une armée mixte, une armée de conscription n'est plus adaptée au temps moderne et qu'il faut bâtir dans le pays une armée de projection, une armée expéditionnaire, capable de réaliser des opérations ponctuelles, circonscrites, qui n'ont pas vocation à durer dans le temps. À l'époque, le président Chirac, il prévoit la professionnalisation des armées françaises sur le temps long, c'est-à-dire il prévoit de l'étaler sur l'équivalent de 3 lois de programmation. Et il considère que la 3e loi de programmation qui doit suivre la professionnalisation, qui aboutit en 2002, il considère que sur cette 3e loi de programmation, il faut envisager une espèce d'euro-atlantisation de l'outil militaire français. Et donc c'est ce que fait Nicolas Sarkozy en avril 2009. J'étais au sommet des 60 ans de l'OTAN à Strasbourg. Il décide contre tous les principes du gaullisme, il décide la réintégration de la France dans les structures militaires intégrées de l'OTAN, en avançant des tas d'arguments. Il tire des enseignements sur la fin de la guerre froide, sur les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Il tire des enseignements sur la crise financière du moment, à l'époque, en 2008. Et lui, comme des tas d'autres chefs d'État européens, considère que d'un point de vue de la prospérité, de la paix, du progrès, eh bien, c'est vers l'Union européenne qu'il faut aller, et que d'un point de vue de la défense collective, il faut aller vers l'OTAN. Et pour autant, on voit bien que ça ne marche pas, parce qu'au-delà de la défense du territoire national, il y a bien le rôle de projection et d'influence de notre armée, notamment qui a toujours été exercé en Afrique. Et en fait, on se rend compte, moi j'ai l'impression que ni l'Europe, ni l'OTAN, ni les États-Unis, n'ont envie de pratiquer une influence quelconque en Afrique. Et c'est peut-être aussi cette force qui nous manque aujourd'hui pour maintenir une influence en Afrique. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on cède du terrain de plus en plus face à d'autres pays comme la Russie par exemple, qui un à un nous met dehors de tous les pays africains pour finalement nous remplacer en tant que figure tutélaire militarisante
de ces pays? Alors il faut se placer du point de vue des pays qui nous observent et qui voient de loin cet état de dégradation, de déclassement de la France surendettée avec une dette estimée à 3 000 milliards d'euros aujourd'hui, donc une France déclassée. Ça veut dire tout simplement qu'il y a un certain nombre de chefs d'État à l'étranger qui considèrent qu'il est difficile aujourd'hui de faire confiance à une France surendettée. Et d'ailleurs, le président Macron a commis un certain nombre, je pense, de fautes politiques. N'oublions pas que l'année dernière, il a réformé la diplomatie française, il a supprimé le corps diplomatique, on a à peu près 160 ambassades de par le monde, et que par conséquent, au moment où le monde s'enflammait, au moment où les relations internationales se tendaient, au moment où on avait besoin d'une diplomatie forte, justement pour essayer de gagner la guerre avant la guerre, eh bien, le président Macron, il fragilise tout le temps dans ce long processus de vulnérabilisation de l'État régalien, il fragilise encore la France en supprimant la spécificité du métier du corps diplomatique. Résultat des courses, effectivement, on perd de l'influence, on perd des capacités à négocier, on perd des aptitudes à rayonner à l'international. Et ça s'est traduit tout simplement, par exemple, en Australie, avec la perte du contrat des 12 sous-marins, du contrat d'armement du siècle, et la perte de ce contrat qu'on devait négocier donc, avec l'Australie, où on a été dépassé par les États-Unis et trahi, il faut le dire, par la Grande-Bretagne. Oui, dont on va souffrir jusque dans la sphère toulonnaise, puisque Naval Group est très présente et va probablement perdre des emplois à cause de ces contrats. Mais finalement, est-ce que c'est pas toujours la même technique, c'est-à-dire nous dépouiller pour qu'ensuite, face à notre nouvelle impuissance, on se dise qu'il faille devenir plus grand en s'agglomérant à autrui. Et finalement, c'est un cercle vicieux. Je pense que la guerre en Ukraine a réveillé les consciences. Je vous disais tout à l'heure que le président Macron avait admis l'état de désossement des armées après la démission du général de Villiers. Il ne faut pas oublier qu'au moment où le général de Villiers démissionne, en juillet 2017, ça fait 2 ans, depuis 2015, que les Français considèrent qu'il faut rehausser la garde et consommer davantage de crédits pour notre défense. J'ai présenté sur la conférence de la semaine dernière la courbe des crédits que chaque État membre de l'OTAN met sur la table au sein de l'Alliance pour le fonctionnement de l'Alliance. En 1991, au moment de l'implosion du bloc soviétique, peu après la chute du mur de Berlin, le budget de l'OTAN, c'est un peu plus de 300 milliards d'euros. On voit sur cette courbe la chute des investissements de défense des pays membres de l'OTAN sur cette longue période où le président Chirac, M. Balladur, M. Jospin expliquaient à l'époque qu'il fallait tirer les dividendes de la paix, que l'Europe était un espace de paix, de progrès, etc. On voit que les attentats sur cette courbe, que les attentats de septembre 2001 aux États-Unis n'ont aucun impact sur les budgets de défense des pays membres de l'OTAN en Europe. Et que les dépenses continuent de diminuer. On le voit aussi avec la crise financière de 2008, et pire, avec la crise financière de 2008, les pays membres de l'Union européenne diminuent encore plus leur effort de défense. Et il y a une période de l'histoire qui est très importante, qui est 2014, ce moment où Vladimir Poutine annexe la Crimée. Et bien à partir de là, on voit une remontée significative de tous les budgets de défense des pays membres de l'OTAN. Et donc depuis 2014, il y a une prise de conscience réelle de la possibilité du retour sur notre continent d'une guerre entre États, et donc la nécessité d'essayer de rattraper le temps perdu. Mais vous savez, défaire un outil de défense, ça peut se faire très rapidement. Mais lui redonner du muscle, de l'épaisseur, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et le drame dans tout ça, vous savez, c'est que quand on désindustrialise, on perd des compétences. Où sont les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs qui ont conceptualisé, industrialisé le char Leclerc ?
Ils sont sans doute à la retraite aujourd'hui. Où sont les mêmes ouvriers, les mêmes techniciens, les mêmes ingénieurs qui ont mis en chantier le porte-avions Charles de Gaulle? Eh bien, ils sont vraisemblablement à la retraite aujourd'hui. Et tout ça, ce sont des compétences que nous avions dans le pays et que nous avons hélas perdues. Malheureusement, c'est vrai aussi pour le nucléaire. Et en fait, on se rend compte que finalement, les meilleurs élèves de Polytechnique finissent bien souvent dans la finance. Et c'est très symptomatique, je pense, du manque de vivier d'ingénieurs et de techniciens qui nous manquent pour ça. Mais il y a aussi effectivement les hommes, même les hommes combattants. Pendant la conférence, vous avez évoqué les difficultés de recrutement auxquelles se confrontait l'armée depuis quelques années, à la baisse du niveau anthropologique, entre guillemets, des nouvelles recrues. Ça, comment faire pour inverser la tendance, sachant qu'on le voit dans notre société, les résultats scolaires sont de plus en plus bas, le quotient intellectuel aussi de la population moyenne baisse. Comment faire pour retrouver des gens compétents et capables? C'est un vrai problème pour les armées. On fait la guerre avec des armées de jeunes. Et donc la moyenne d'âge, en gros, pour les 3 armées, c'est 30 ans. L'encadrement vieillit parce que l'encadrement prend de l'expérience. Et il faut évidemment se transmettre entre chaque militaire l'expérience, ce qu'on appelle le retour d'expérience accumulé au fil du temps, la doctrine, etc. Et ce qui se passe avec la suspension du service national sous la présidence de M. Chirac et la professionnalisation, c'est que ça entraîne une espèce de déresponsabilisation citoyenne. Il y a dans tout le pays un affaissement de l'esprit de défense, un affaissement du patriotisme aussi, il faut le dire, alors qu'aujourd'hui, ceux qui, en France, dénonçaient le patriotisme comme quelque chose de diabolique, etc., aujourd'hui sont en train de l'encenser en Ukraine. Absolument. Il est là le grand paradoxe. C'est la Bernard-Henri Lévite. Voilà. Et le grand paradoxe est là, et donc de l'histoire d'ailleurs. Et donc cet affaissement de l'esprit de défense et du patriotisme en France a largement contribué, j'en suis convaincu, pour l'avoir vérifié, à contracter le vivier des jeunes d'une classe d'âge pouvant potentiellement s'intéresser au métier du régalien. Quand je dis métier du régalien, c'est au pluriel, c'est-à-dire au métier de la douane, au métier des affaires maritimes, au métier de la police, de la gendarmerie, des 3 armées, etc. Et donc ce vivier-là, il a, chaque année, l'ensemble des administrations de l'État régaliennes exercent leur droit de tirage sur ce, pardon pour le terme un peu technocratique, mais exercent leur droit de tirage sur ce vivier-là. Mais comme ils se contractent, et qu'il se resserre, qu'il s'assèche, qu'il y a de moins en moins de vocations et que ça va de pair avec la montée de l'individualisme aussi dans le pays, la diminution du goût de l'effort, le problème de l'école qui ne reconnaît plus le mérite, qui ne reconnaît plus l'excellence, qui défend plutôt la mixité sociale, l'égalité, en fait des valeurs, un ensemble de valeurs qui n'ont rien à voir avec la fabrication du combattant. Vous voyez ce que je veux dire? Des valeurs plus féminines. Voilà. On a besoin, pour faire la guerre, on a besoin de combattants, et on le voit tous les jours aujourd'hui à l'est de notre continent. Et j'ai envie de dire, on ne fabrique pas dans un pays, dans une nation, on ne fabrique pas des combattants quand on ne reconnaît plus l'autorité. Quand dans la famille on ne transmet plus le goût de l'effort, le goût du mérite, le sens du patriotisme, etc. Et c'est un vrai danger pour les armées qui recrutent cette année plus de 27 000 jeunes, je crois, 16 000 pour l'armée de terre, 4 300 pour la marine, 4 000 pour l'armée de l'air et je crois 5 600 jeunes agents civils. C'est un vrai problème pour les armées parce qu'elles recrutent en flux continu, justement pour maintenir cette pyramide d'âge à 30 ans. Et elles sont obligées d'ouvrir le robinet en grand à l'entrée. Parce qu'elles recrutent et elles font partir, et elles sont obligées, comme le vivier s'assèche, d'être moins exigeantes. Elles sont obligées de fidéliser, c'est-à-dire de tout faire pour garder la jeunesse, mais à un moment donné, elles font des réglages pour rester sur cette pyramide d'âge à 30 ans. Et la vraie difficulté des armées, elle est là aujourd'hui, sachant que dans le pays aussi, toute proportion gardée,
par rapport aux courbes que j'évoquais tout à l'heure. On aurait pu superposer la courbe du chômage, la courbe de l'immigration aussi, sur cette longue période qui a explosé dans le pays et qui fait qu'aujourd'hui en France, on a des milliers de jeunes, sur une classe d'âge à peu près 760 000 jeunes, des milliers de jeunes qui ne sont pas prêts à porter l'uniforme, à porter les armes pour le pays. On a des jeunes qui malheureusement, il faut le dire, bafouent nos valeurs, piétinent et brûlent notre drapeau. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui devant une guerre de très haute intensité à pouvoir souder une nation, pouvoir unifier une nation, à la mettre en ordre de bataille pour pouvoir faire une guerre de haute intensité dans le temps et dans l'espace. Et d'ailleurs, à ce sujet, justement, on va faire le lien un petit peu avec l'immigration, même si c'est un sujet un peu sulfureux. Il avait été fait état, et je me souviens, il y a quelques années, d'une partie significative des forces armées dont, on va dire, dont la loyauté pourrait être remise en question en cas de conflit intérieur ou extérieur, des jeunes qui pourraient avoir des accointances avec des milieux radicalisés. Est-ce que c'est un problème qui existe dans l'armée? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont surveillées pour ça, dont on aurait un doute quant à leur loyauté en cas de conflit, par exemple interne, de guerre civile, ou de conflit avec un autre État du Maghreb, par exemple? Ça commence dès le parcours de recrutement. Un parcours de recrutement d'un jeune, les parcours peuvent varier selon les armées, mais sur le parcours de recrutement, il y a tout un processus qui consiste donc à mettre en route le jeune sur ce parcours, mais aussi à détecter éventuellement des signaux faibles de radicalisation, etc. Et donc, lorsqu'on détecte sur un jeune des signaux faibles de radicalisation, les conseillers en recrutement des trois armées ont été formés à la détection des signaux faibles de radicalisation. Le jeune était écarté du parcours de recrutement d'emblée. Il est écarté, il ne le sait pas parce que les armées n'ont pas à motiver leur décision. Il ne le sait pas, il n'est pas recruté, il n'est pas admis à servir au sein d'une des armées. Et ça commence là. Et dans tous les cas de figure, après en situation de service, s'il y avait un processus de radicalisation d'un individu recruté, eh bien il serait effectivement détecté et son contrat ne serait pas renouvelé et on ne lui confierait pas des missions sensibles. C'est évident. Il y a au sein des armées toute une culture de la loyauté qui fait que quand on va au feu, quand on va au combat, on a besoin de faire absolument confiance à celui qui nous accompagne. Et donc c'est une nécessité vitale et j'ai envie de dire une nécessité opérationnelle, d'efficacité opérationnelle au combat. Et donc cette culture de loyauté, pour l'instant, elle est encore préservée en France. Vous pouvez nous rassurer là-dessus? Oui, bien sûr, oui. J'ai envie de dire que malgré tout ce que je viens d'évoquer, nos officiers généraux se sont beaucoup battus, j'en suis le témoin, pour les avoir servis de près, se sont beaucoup battus pour conserver un modèle d'armée qui était en contraction, mais pour conserver un modèle d'armée qui était capable d'entrer en premier sur un théâtre d'opération, de prendre la responsabilité d'une petite coalition, d'infiltrer des forces spéciales dans un pays en guerre civile ou en début de guerre, etc., d'avoir des résultats opérationnels, de travailler en coalition, à haut niveau. Le fait d'avoir par exemple un porte-avions à brin d'arrêt à catapulte, ça nous permet de travailler directement et de nous entraîner directement avec la marine américaine qui en a 11 aujourd'hui, et donc ça nous hisse quand même à un certain niveau. Et ce que je veux dire, c'est que malgré tout ce processus de déclassement des armées, nos chefs militaires en tout cas, par contraste avec la naïveté politique, nos chefs militaires se sont beaucoup battus pour essayer de sauver des armées, mais ils n'avaient pas, hélas, le dernier mot. Et ça s'est vu lorsque le président Sarkozy a décidé aussi sa réforme en 2008, lorsque dans une tribune baptisée Surcouf, publiée par Le Figaro, un ensemble d'officiers généraux déçus par la méthode brutale du président Sarkozy. Ça a fait la une du Monde, donc je n'invente rien, et j'ai présenté cette une du Monde en conférence la semaine dernière. Eh bien, ces officiers généraux déplorent la méthode et considèrent que leurs compétences n'ont pas été utilisées dans le processus de réflexion et d'adaptation des armées, et ils le déplorent, ils le regrettent. Ils voient un beau travail intellectuel, mais qui n'a abouti qu'à un exercice comptable, qui n'avait que finalement une vocation à réduire encore davantage les armées. Vous savez, sous Chirac, on a perdu 131 000 militaires,
Et sous Sarkozy, on en a perdu 54 000. En tout cas, c'est bien de finir sur une note d'espoir, hein, parce que finalement, la qualité d'une armée se réduit à la qualité des hommes qui la composent. Donc si on a encore des hauts gradés de qualité, c'est quand même un motif d'espoir. Oui, on a un superbe encadrement militaire dans le pays, un encadrement de très grande qualité qui porte encore de belles valeurs. Et j'ai confiance dans nos généraux. Hélas, j'ai beaucoup moins confiance dans notre classe politique. Très bien. Je vous propose de finir sur cette note d'espoir. Merci beaucoup Yann Bizien. Merci également. Pour votre expertise et votre conférence qui, bien sûr, est à retrouver sur notre chaîne YouTube Le Varrois Patriote. Bonne journée, monsieur. Merci, au revoir.